Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Contre-Soirée. Ici Maxence Desbois au platine. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur, l'immense privilège d'accueillir la solopreneuse de talent, Laurine Blandin. Laurine, elle, son boulot, c'est d'aider les restaurants à mieux gérer leur business et à se développer. Et dans la conversation qu'on a eue et que tu vas écouter, on va parler de la création de contenu, parce que Laurine publie énormément de contenu sur LinkedIn, comment trouver un concept unique pour les restaurants et comment l'appliquer quand on est entrepreneur. On va également parler du sentiment de pouvoir faire du surplace dans sa vie ou dans son business et comment pallier à ça. Bref, tout un programme. Donc, ce que je te recommande, c'est de te poser et d'apprécier la conversation que j'ai pu avoir avec Laurine. Et si tu la kiffes, et ben écoute, je te propose de t'abonner au podcast si c'est pas déjà fait et de laisser 5 étoiles. Ça aide fortement le podcast. Bref, trêve de blabla. Je te laisse directement avec la conversation que j'ai pu avoir avec Laurine. Jingle. Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cet épisode de la contre-soirée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurine, hashtag Lolo pour les intimes. L- Laurine, comment tu vas? Ça va, Laurine va bien, Lolo aussi. Laurine, alors, nous on s'est connus pour la petite histoire au bootcamp de Thibault Louis. On voulait tous les deux percer les codes secrets de LinkedIn. Et depuis, on s'est suivis, on est resté en contact. Pour les auditeurs du coup qui sont pas vraiment sur LinkedIn ou qui t'ont pas vu passer, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais dans la vie? Ouais, grave. Alors du coup, moi, je travaille avec des restaurateurs indépendants et je les aide à mieux gérer leur business. Donc, je suis 100% restauration. J'ai un historique de manager, de cuisinière et de directrice des opérations de groupes de resto. Du coup, je Mhm. les aide par tous les moyens à soit régler leurs problèmes, donc on met les deux mains Mhm. dedans, les deux pieds dedans, soit à se développer, tu vois, monter des stratégies, aller vers l'avant plutôt que de stagner et d'attendre que ça passe, quoi. Donc voilà. Ok. Toi, t'as toujours su que tu voulais pratiquer ce job-là? Non, pas du tout, pas du tout. Mon rôle de consultante, il s'est présenté complètement par hasard quand j'ai quitté mon dernier boulot de Ouais. directrice des opérations d'un groupe et en fait, il est venu à moi. J'ai quitté mon job, j'avais envie de me réexpatrier. Mhm. Euh, je suis partie en vacances et en fait, les parents de mon copain ont un hôtel resto, venaient de l'acheter. Ils étaient en mode, bah, on a des problèmes, est-ce que tu peux venir regarder? Ensuite, il y a une personne de mon ancien cercle pro qui m'a appelé en me disant bah écoute, il y a tel resto avec qui je travaille qui a besoin d'un œil en cuisine. Après, j'ai des amis qui m'ont appelé en mode bon bah maintenant que t'es dispo, est-ce que tu penses que tu peux nous aider là-dessus? Et puis en fait, au bout Ok. de 3 fois, je me suis dit bon bah ok, moi j'adore ça, je suis hyper pertinente, enfin ça marche, donc pourquoi pas en faire mon nouveau job quoi. Donc ça c'est arrivé accidentellement. Ok. Ok. Non, mais c'est super intéressant parce que moi, je me rappelle quand j'ai découvert ce que tu faisais, je me suis dit, mais ça existe. Alors que oui, tu vois, mais c'est pas un truc auquel enfin, que moi, j'y ai Ouais. pensé un peu naturellement, etc. Euh, c'est quoi, du coup, la problématique que tu règles le plus, toi, dans les restos que tu consultes, que tu coaches? Alors du coup, c'est une question qui a deux réponses. Parce que du coup, il y a Mhm. les problèmes pour lesquels on me contacte. Donc c'est la demande principale de mes clients. En général, c'est je ne gagne pas assez d'argent, soit en chiffre d'affaires, soit en marge, tu vois, en rentabilité, soit genre j'arrive pas à augmenter le flux client. En gros, c'est un plafond financier qui crée des problèmes. Donc en général, on m'appelle là-dessus. Mais la demande cachée est dans allez, 99% des cas, un souci lié au management, à la formation et à la communication opérationnelle. Donc en fait, ça veut dire qu'un restaurant qui a un concept un peu tiède et qui est même pas le meilleur du quartier
peux avoir des meilleurs résultats financiers si le management est solide et marche bien, et il y a une bonne formation et tout. Et de l'autre côté, tu peux avoir des restaurants qui ont une super stratégie, qui sont hyper sexy, hyper tendance, qui ont un mauvais management, et ils vont avoir des résultats un peu pourris. Du coup, mon rôle, c'est d'aller chercher la source des soucis financiers et de travailler à la source, en fait. Donc, avant de créer de la croissance, on protège le cash. C'est un petit peu ça, mon action. Ok. Parce que c'est marrant, parce que moi, ce qui m'est venu tout de suite, tu sais, en marketing, on parle souvent de mécanisme unique, ou alors, tu sais, dans le monde du freelance, c'est d'avoir une offre claire, etc. Et j'ai l'impression que tu agis un peu là-dessus pour les restos, qui ont sur le concept un peu flou. Du coup, bah, il y a une question qui me vient naturellement, c'est quoi toi tes process pour trouver justement ce concept-là pour les restos et, euh, et comment faire justement bah, après pour un freelance, etc. On va en dédouaner une certaine logique de toute façon, mais comment tu fais toi pour trouver et pour aider les restos à ce concept? Du coup, c'est un sujet hyper intéressant que tu abordes. C'est la compréhension du concept, la lisibilité, la digestibilité, je ne saurais pas trop comment dire, mais quand t'es client, est-ce que tu arrives... En gros, l'objectif quand t'es restaurateur, c'est quand ton client vient manger, quand il reparte, qu'il soit capable de recommander ton resto en une phrase à un pote et que ce soit la bonne phrase. Tu vois, et que ce soit ce qui était dans tes intentions, tu vois. Donc, ce qui t'a identifié comme bon rapport qualité-prix, comme super ambiance, comme gourmet, gourmet exotique, tu vois, d'une autre nationalité ou un truc comme ça. Il faut que ton client comprenne mot pour mot ce que toi t'as voulu lui passer comme message. Et du coup, il y a deux façons pour le faire. Donc, en gros, je suis deux méthodologies. La première, c'est pourquoi les gens viennent déjà, tu vois. Donc là, ça veut dire qu'on va chercher côté client, on va chercher aussi je vais chercher côté client, je vais chercher côté employé, je vais chercher dans les avis Google, je vais servir des clients du restaurateur comme si j'étais employé. Okay. Tu vois, je prends des commandes, j'écoute, je demande qu'est-ce que vous avez aimé en particulier, je regarde le comportement du client. Qu'est-ce qu'il regarde sur la carte, c'est quoi son parcours dans le resto, quelles sont les questions qu'il pose. Donc en fait, on regarde déjà quelles sont les envies des gens qui donnent déjà du chiffre d'affaires au resto. Et ensuite, la question au restaurateur, c'est est-ce que tu es aligné avec cette envie et ce besoin de ton client? S'il n'est pas aligné, idéalement, faut que la pomme soit pas tombée trop loin de l'arbre. Tu vois, si on est à l'opposé, bon bah là, faut se poser des questions un petit peu plus importantes. Mais s'il est aligné avec ses réponses, du coup, la suite de la méthodologie, c'est sa capacité et ma capacité à lui donner des idées pour se rapprocher encore plus du besoin de ses clients. Et si jamais il y a des petites dissonances, tu vois, il y a des petites fausses notes dans la compréhension du client. Comment est-ce qu'on les règle? Est-ce que c'est genre changer les ampoules, augmenter le son de la musique, changer les affichages, le discours des employés, des choses comme ça. Donc comme je travaille que avec des restaurants déjà ouverts, d'abord on regarde ce qui marche en fait. C'est hyper important. Faut jamais se jeter sur les problèmes. Faut d'abord regarder, ok, qu'est-ce qu'on a qui est déjà ultra fonctionnel et comment on peut le faire passer au niveau 2, quoi. Ok, ouais, tu regardes d'abord le contexte dans lequel il navigue en ce moment et en fonction de où tu veux aller, en fait, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça. Exactement. Ok, c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup ce que tu disais sur. T'allais servir le client directement, genre tu mettais vraiment la main dans le cambouis, quoi. C'est assez ouf. Parce que je sais que moi, quand je faisais du copywriting, bah justement, la meilleure façon d'avoir, c'est d'appeler les clients directement pour avoir le meilleur ressenti possible. Et, toi, c'était déjà arrivé qu'il y avait une grosse dissonance par rapport à ce que bah, ton employé, enfin ton client, ce qu'il voulait, et en fait, les clients, c'était pas du tout ça, quoi. Alors, un écart opposé, ça m'est jamais arrivé. Parce que, en fait, je m'en serais rendu compte avant de signer la mission avec le client. Et du coup, je lui aurais dit tout de suite. Là, en fait, il y a un truc énorme. Et peut-être que tu as besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Parce que si le client a besoin de tout casser et reconstruire, c'est pas moi qui peux l'aider. Tu vois, ça va être plutôt des cabinets ou des agences qui vont centraliser même de l'archi, de la com digitale et des choses comme ça. Moi, je fais pas ça. Vraiment, mon action, elle dépend à 90% de mes compétences et les 10% c'est quels autres prestataires je vais recommander, mais on est chacun indépendant dans le projet, donc je suis pas un cabinet. Donc si un jour je tombe sur un client, enfin en creusant chez un client, je me rends compte qu'en fait ça n'a aucun sens, bah je le rembourse et je l'envoie à quelqu'un d'autre.
parce que je serais pas la meilleure personne pour le faire et que souvent quand t'as des écarts comme ça, c'est que il y a quelqu'un qui a fait n'importe quoi pendant longtemps et du coup c'est un boulot qui demande beaucoup plus d'intermédiaires, de compétences et tout, tu vois. Donc je prétends pas pouvoir révolutionner leur vie à eux. Par contre, je leur dirai en rendez-vous cash. Au pire, ils vont se vexer, on se rappellera pas, mais bon, j'aurais fait mon boulot, quoi. Mais du coup, pour les restaurateurs qui ont des dissonances qui sont un petit peu moins importantes, ouais, je pense que le cas que j'ai eu, c'était un cas assez particulier parce que c'était l'année dernière quand j'ai accompagné un groupe sur des sujets de recrutement. Tu vois, ils cherchaient des chefs, des directeurs opérationnels. Et du coup, c'était une des dernières fois pour lesquelles j'ai acté en le nom du client. Donc, j'ai recruté pour lui. Et en fait, le recrutement, en fait, ça ne prenait pas. Aucun candidat ne marchait, n'était assez bien, ne correspondait. Et là, il y avait vraiment un problème de marque employeur du côté du restaurateur. Parce qu'en fait, il avait construit toute cette super image côté concept client et du coup, il avait fait l'effet miroir côté concept employé. Donc, il avait créé une marque employeur hyper attractive. Mais le truc, c'est qu'elle n'était pas alignée avec ses valeurs. Donc, en fait, quand moi, j'allais lui chercher des candidats qui collaient avec la marque employeur, il les envoyait bouler parce que non, je veux pas du tout ça, je veux pas du tout ça. Et du coup, on a arrêté la mission parce que en fait, juste le mec était pas aligné, tu vois. Et aussi, c'était une de mes premières missions en tout début d'année. Et du coup, j'ai pas osé lui dire assez tôt que pour moi, il y avait une incohérence dans sa marque employeur et dans qui il était lui, tu vois. Pour ne pas dire lui, il était con et sa marque employeur était trop cool. Mais du coup, on a arrêté la mission pour ça aussi, tu vois, parce que du coup, moi, j'avais mal choisi mon client. Donc je peux dire que c'est le cas le plus contrastant que j'ai eu et puis plus jamais, quoi. D'ailleurs, du coup, tu me tends la perche. C'est quoi, du coup, pour toi maintenant les red flags pour tes clients? Bah, le premier réflexe, c'est que, en gros, avant de travailler avec des clients, eux, ils ont un questionnaire à remplir, donc ça leur prend au moins 40 minutes, tu vois, donc je les engage tout de suite. S'il y a des gens qui ont la flemme ou qui me font un demi-questionnaire, pour moi, c'est un premier red flag. Si t'es pas capable de passer 30 minutes ou 40 minutes sur une réflexion stratégique pour ton entreprise, en fait, tu vas pas du tout être dans le bon état d'esprit. T'as besoin d'une magicienne. Moi, je suis consultante. Donc ça, c'est un premier red flag. Ça m'est arrivé une fois. J'ai quand même suivi en me disant bon, c'est vrai que quand je l'avais eu au téléphone, il avait vachement besoin et tout. Je vais voir si je peux creuser. La suite, c'est un rendez-vous qui peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie où là vraiment on creuse. Genre, on va dans un niveau de détail. Enfin, je demande tout. Je demande, ok, partage-moi tel document. Il faut qu'on voit ensemble et tout. Vraiment, j'ai besoin d'avoir de la matière à travailler. Et déjà, à cette étape de rendez-vous, moi, je donne des conseils. Et je donne des conseils parce que je pense que ça peut aider la personne maintenant, aujourd'hui. Donc, c'est gratuit. C'est, ok, tu viens de me dire ça. Juste à partir de demain, moi, je te conseille vraiment de faire ça. Et du coup, deuxième red flag, c'est non, mais en fait, je fais ça parce que c'est comme ça et machin. Tu vois, c'est les gens qui se justifient et qui parent un peu les conseils que je leur donne. Et du coup, en général, à la fin du call, bah, je dis juste, je suis désolée, en fait, je peux pas vous aider. Je vais vous recommander à quelqu'un d'autre. Donc, je dis pas à la personne, t'as un état d'esprit pourri, mais je dis juste, bon, je vous ai donné trois petits conseils. Vous les avez refusés. Qu'est-ce qu'on va faire quand vous aurez payé 5 000 euros et que vous écouterez pas mes conseils? Personne ne sera content. Donc, et ça m'est encore arrivé cette semaine. Ouais, Ah ouais? c'est assez fréquent. Ouais. C'est-à-dire que les gars, ils ont rempli ton questionnaire qui dure extrêmement longtemps parce que c'est un questionnaire stratégique. Et ensuite, pendant le call, je viens, mais je veux pas de conseils, quoi. Ouais, et je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Enfin, bon, tu m'as pas demandé, mais il me semble que je pense qu'il y a quelque chose avec les gens qui ne m'ont jamais lu sur LinkedIn ou qui sont pas allés regarder mon site ou des trucs comme ça. Peut-être qu'on leur a dit ah, j'ai entendu parler de cette nana, voilà son mail, tu vois, enfin écris-lui. Et du coup, quand ils font le questionnaire, ça va. Et là, on se connecte en rendez-vous. Ils voient ma tronche. Je suis jeune, je suis une nana, j'aime bien faire des blagues. Et là, en fait, tu peux avoir un petit. On m'a jamais pas prise au sérieux, mais par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des restaurateurs, donc des hommes, qui étaient mal à l'aise et qui, du coup, avaient du mal à... Quand je leur disais, mais du coup, financièrement, là, tu gagnes combien, par exemple? Bah, non, mais vas-y, on en parlera la prochaine fois. Et en fait, bah, si tu peux pas te livrer, si t'es pas à l'aise à te livrer auprès de moi, comment tu veux que je t'aide, tu vois? Donc,
Donc red flag et puis je les accepte pas. Ouais. Bah, parce que toi, tu vois la différence entre ceux qui viennent par LinkedIn et ceux qui viennent, Bah ouais, enfin, par recommandation, du coup, ouais, entre guillemets. ouais, carrément. Bah ceux qui arrivent par Ouais. LinkedIn, en fait, ils arrivent, ils m'ont déjà lu, ils me font déjà C'est en ça. principe confiance parce que je leur ai donné des conseils Mm. gratos qu'ils ont appliqués, ça a marché. Ils ont vu que bah je mâchais pas mes mots. Enfin, je suis assez authentique sur Ouais. LinkedIn, donc quand ils arrivent, ils savent que bah parfois je dis putain. Ouh, pardon pour ton podcast. Non, 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 Ok. non, non, bon, c'est pas grave. Voilà. Ah non, c'est parce qu'en plus, il sera sur YouTube. Non. Je vais devoir mettre un bip ou non, au pire. T'as qu'à Sinon, remplacer des on s'en fiche. sous-titres. Tu mets gâteau au chocolat. Voilà, à partir de maintenant, à chaque putain, il y aura gâteau au chocolat. On Ouais, verra si c'est fait, mais si je le fais, franchement, ce serait très, 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 très drôle. j'avoue. Tu vois un gâteau au chocolat sur le podcast qui sort de nulle part, tu sais. Mais Non, bah n'importe quoi. d'ailleurs, mais d'ailleurs, sur LinkedIn, bah ouais, toi, t'es méga présente sur LinkedIn. Euh, j'aimerais bien qu'on aille un peu là-dessus, surtout que, bah, en plus, t'as parlé de marque employeur, t'as une vraie marque personnelle quand même sur LinkedIn. Comment tu l'as construit? Est-ce que, enfin, tu sais venu naturellement chez toi ou t'es posé des questions? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait en improvisation totale. En gros, bah du coup, comme tu disais tout à l'heure, on a fait le bootcamp de Thibaut Ouais. pour apprendre à gérer LinkedIn l'année dernière. Moi, j'avais commencé LinkedIn avant, sous les Mhm. conseils d'un mec qui m'avait aidé pour monter ma boîte et tout. Il m'avait donné tous les conseils qu'il fallait pas suivre sur LinkedIn, mais vraiment tout, mot pour mot, il a cité tout ce que C'est vrai? Thibaut après a dit. Tout ça, ne le faites pas. Ce mec m'avait dit, fais ça. Donc, Faut bien mettre cher réseau. cher réseau, essaye de bien taguer 50 personnes inconnues dans tes posts, mets 12 hashtags, mets des photos qui n'ont rien Ah à voir et ouais. tout. J'avais pas suivi tous ces conseils, mais bon bah quand même certains. Mais le truc c'est que ça avait déjà fonctionné pour mon business. Mon but c'était d'attirer des gens. Donc j'avais Hmm. même en faisant des posts tout pourris qui parlaient de restauration en général, ça fonctionnait. Donc je pense que à ce moment-là je me suis déjà fait identifier comme ok, elle va parler de resto quoi. Mais la construction du personal branding et vraiment de ma marque, je l'ai vraiment travaillé après qu'on ait fait le bootcamp avec Thibaut. C'est pas tant les informations qu'il nous a données qui m'ont fait réaliser ça, mais c'est plutôt tous les gens qui ont participé avec toi et moi, de les Hmm. suivre et de me rendre compte ce qui marchait chez eux et de voir toutes les différences. Donc lui, il est hyper protocolaire, elle est un peu perchée dans sa com, elle adore tartiner de gros mots pour faire marrer les gens et tout. Et j'ai vu tous les trucs, ça m'a rassurée en me disant, bah, parfois je lisais le post de quelqu'un et je me disais, ouais, franchement, elle y va cash et tout. Et après, j'essayais, parce que du coup, je m'y reconnaissais un peu, j'essayais, et puis je voyais qu'en fait, Ouais. la mayonnaise, elle prenait. Donc le personal branding, c'est fait à coup de risque, de prise de risque. Ouais. De prise de risque. Et vu que tu voyais que les autres le faisaient, tu t'autorisais à faire pareil dans ton Ouais. style. Et du coup, la mayonnaise prend, Ouais, quoi. exactement. Et aussi parce que je me suis rendu compte qu'avec mes clients, étant jeune et nouvelle dans ce métier, j'avais un peu un syndrome de l'imposteur, enfin même carrément. Et du coup, Hmm. j'essayais de compenser pardon ce syndrome de l'imposteur en mettant plus de forme, en faisant plus de présentations plus belles. Tu vois, Ouais. je construisais un truc de ouf tout autour de moi, mais comme si je suffisais pas. Et du coup, le fait de me lâcher sur LinkedIn et de me rendre compte qu'en fait, ok, il y a des gens qui m'ont clashé, tu fais des fautes d'orthographe, est-ce que tu peux arrêter de dire putain toutes les 3 phrases? Je trouve que il y a un mec qui m'a dit, je trouve que t'as l'air conne sur tes photos. Enfin, tu vois, le fait de me prendre ces murs-là, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ces gars-là, je n'en veux pas. Déjà, ce ne sont pas mes clients, je vais pas Hmm. prendre leurs critiques vu que je prendrai même pas leurs conseils. Et du coup, ça m'a complètement réconciliée avec le fait que, bah non, il y a d'autres gens à qui ça va plaire et ça va les mettre à l'aise comme moi, ça m'a mise à l'aise. Et ça servait aussi, ça me rendait plus efficace, plus naturel avec mes clients, j'osais plus de choses. Donc au-delà du côté, il y a la construction d'une marque qui s'est faite, ça m'a rendu meilleure dans Hmm. mon boulot. Mm. Ouais. Plus confiante. Ouais, Ouais. T'as ce syndrome-là, et moi j'y crois, c'est que tu sais, plus tu fais un truc en confiance, ou même si tu sais, les gens réagissent et enfin, en bien vers toi, même si ce qu'ils font, tu vois, c'est un peu faussé, ils le font pour te faire plaisir, style les parents, tu vois. Genre,
sais, ça te crée quelque chose Ouais. et qui fait que tu vas être bien meilleur, etc. Et il suffit d'un truc dans ta vie perso qui peut affecter le pro, Bah ouais. et, etc. Je trouve ça assez Ouais. ouf comme Les truc. résultats sont instantanés. Ah ouais. Toi, est-ce que tu as un process de création d'ailleurs sur LinkedIn? Parce que toi, tu publies tous les combien? Tu Ça publies dépend. tous les, quasiment tous les jours, toi, Bah, non? si tu le lises sur l'année, je pense que ce serait 5 fois par semaine. Mais je suis assez Hmm. irrégulière. Je l'étais beaucoup plus avant. Ok. Et du coup, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, je me suis rendu compte que c'était trop. Enfin, c'était trop pour moi. Tu Ouais. vois. Mhm. Mon process de création, il est. Avant, ça me prenait une semaine d'écrire un post. Je devais le faire relire 12 fois par mon copain. J'avais envie de choper des sources. Enfin, bref, enfin, Waouh, ouais. ça prenait la tête, un truc de dingue pour des résultats pas énormes. Et après, du coup, le bootcamp de Thibaut m'a vraiment, enfin, m'a permis de mettre en place une méthodologie. Et du coup, juste après le bootcamp, j'ai mis en place la méthode qu'il nous recommandait. Donc, avoir des listes de sujets qui correspondent à ta marque, des sujets tofu, donc qui concernent tout le monde, des sujets qui concernent moins de personnes, des sujets qui concernent que tes clients et tout. Donc, tu vois, j'ai fait un peu cet exercice et je me suis lancée. Et du coup, j'ai commencé à le faire 5 fois par semaine, à poster 5 fois par semaine, parce que samedi, dimanche, c'est mort. Vous me trouverez jamais sur LinkedIn. Je fais ma life. Donc, Oui. ouais. Du coup, j'ai fait cette méthode. J'ai commencé à créer des posts en batch. Tu vois, je me mettais à un moment dans mon emploi du temps, genre 4 heures, et là, je fais tous mes posts de la semaine. Tous les matins, je me mets 1 heure sur LinkedIn et tout. Donc, tu vois, j'ai essayé d'organiser. Et en fait, donc avant le bootcamp, j'avais déjà des résultats concluants sur LinkedIn, donc j'avais des prises de contact et ça me faisait du chiffre d'affaires. Après le bootcamp, j'ai eu 3 mois à creux total, plus une prise de contact, plus une personne arrivant de LinkedIn. Par contre, les abonnés, les likes, ça marchait, mais j'étais en mode ça ne convertit pas ces conneries. Pourquoi pourquoi pourtant j'ai fait tout ce que Thibaut m'a conseillé. Et du coup, le bootcamp, il était entre mars et avril. J'ai suivi cette méthode jusqu'en juillet. En juillet, le constat était que soit mon activité ne prend pas, c'est nul, enfin bref, j'ai rien à apporter, soit il y a un problème avec mon canal d'acquisition client. Et du coup, je me rappelle, j'ai écrit un message à Thibaut, je lui ai dit, écoute, pour ton info, j'ai suivi toute ta méthode, ça ne marche pas. Du coup, je reviens à ma méthode d'avant, donc j'arrête de parler de moi, je ne parle que de resto, je ne parle qu'à ma cible, je ne parle que de sujets techniques. Je m'en fous d'avoir moins d'abonnés, moins de personnes qui me lisent, je veux que seuls mes clients, je veux seulement intéresser mes clients en fait. Et ça a Hmm. marché. Je veux du cash. Ouais, vraiment, j'étais là en mode, bah oui, les gens, ils aiment bien quand tu parles de yoga, mais ils vont pas te Bah oui. payer pour ça, enfin, on s'en fout. Et du coup, j'ai changé de stratégie et j'ai arrêté de poster 5 fois par semaine parce que c'était trop. Donc, je postais quand je pouvais. J'ai arrêté de faire des batchs de posts. Donc, j'ai fait post par post tous les matins. Enfin, le soir, j'écris mon post, je le publie le matin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je prenais beaucoup plus de plaisir. Du coup, j'étais meilleure. Du coup, ça plaisait plus, ça convertissait plus de personnes. Donc aujourd'hui, ma méthode, c'est ça. C'est en gros, si je suis inspirée, j'écris mon post, il part tout de suite. Si je suis pas inspirée, parfois tu me verras disparaître pendant 2 semaines et c'est pas grave. C'est que j'ai d'autres trucs à faire et puis c'est fine. Ok. Ouais. J'avais essayé aussi de créer, de mettre, ces genre 4 heures pour écrire le post. J'ai jamais réussi ces trucs-là. Bah ouais. Alors, Ça demande, euh, en fait, ça demande d'avoir une certaine énergie à ce moment-là. Et si t'es pas en mode créatif, avec le cerveau vide, t'as trop envie de faire plaisir aux gens et tout, bah tu vas écrire des posts tout pourris, quoi. Tu vas écrire des posts imagine t'es de mauvaise humeur et t'écris 15 posts, tu vas écrire 15 posts de Maxence Vénère. tu vas rager là. Alors, t'as des insultes de partout. Tac, tac, tac. Des gros fucks. Genre. Ah Conclusion, non. vous me saoulez, bye. Ciao, ciao, ciao les amis, je vous aime bien, mais là, ça va pas le faire, quoi. Ah ouais, mais c'est possible, hein. Enfin, Mais, ouais. Mais bon, bah, cette méthode, il faut pas En fait, le plus important, c'est de faire. Pour moi, c'est de faire vraiment. C'est que ça marche, donc il faut trouver ce qui marche pour toi, et aussi que ça te fasse plaisir. Genre moi, ça c'est mon expérience, mais je sais que la tienne est différente, celle de nos potes qui ont fait le bootcamp aussi est très différente, donc il y a pas de. La mauvaise expérience, c'est prendre la méthode de l'autre, l'appliquer à toi, péter un câble au bout de 3 semaines, te dire que LinkedIn c'est nul, perdre tes clients, arrêter ta boîte. Ça c'est le pire des cas. C'est vraiment ouais.
Ouais. Ouais. Mais je suis sûr qu'en plus, ça arrive souvent. Enfin, Ouais. c'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est pas des trucs qu'on met généralement en avant, etc. Mm. Quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à se décomplexer de ça et je trouve ça cool, Ouais. surtout dans les solo médias. Enfin, ou dire, bah ouais, là j'ai merdé, bah je le mets public Mm. et je trouve ça vraiment bien. Euh, on parlait un peu d'orga et tout, et ça fait remonter un peu un concept de temps. Et j'avais écouté un podcast, que tu as aussi un podcast qui est Passe-moi le sel, ce nom incroyablement génial, allez l'écouter. Euh, où tu disais dans un podcast, dans la bande-annonce, tu disais que le temps dans le resto, c'est la ressource la plus précieuse. Mm. Et je pense qu'on peut même agrandir ce concept-là à la vie, simplement. Tu vois, comment tu fais pour garder du temps pour toi, ou plutôt comment tu fais pour en sauver le plus possible dans ton quotidien? Ouais. Déjà, j'aime trop ta question parce que pour moi, c'est trop important. Ça l'était pas assez avant. Du coup, ça l'est Mhm. d'autant plus aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire Ouais. qu'avant, je prenais pas assez de temps pour moi, ou en tout cas, j'avais du mal à identifier quel temps me permettait de me ressourcer, de breaker, Mhm. d'aller vraiment, enfin, lâcher prise sur les sujets et tout. Donc, Ouais. je mélangeais un peu tous mes temps. Il y avait mes temps de boulot, mes temps de week-end, mes temps d'activités perso et tout. Wow. Enfin, c'était dur et du coup, ça m'a vachement fatiguée. La fatigue a impacté instantanément mon chiffre d'affaires, tu vois. Donc, ça rentre moins, Mhm. moins motivé, moins de plaisir et tout. Du coup, aujourd'hui, vraiment, comment je trouve du temps pour moi? En fait, je me l'impose. Donc, ça veut dire que sur mon agenda, tous les jours, il y a peut-être des gens à qui ça va paraître énorme, mais franchement, pour moi, ça marche très bien. Tous les jours, de 9h30 à midi, 9h30 midi, ouais, c'est yoga. Donc Ah ouais? c'est un énorme morceau de ma journée parce que en gros, ça commence pas à 9h30 et ça finit pas à midi, mais j'ai besoin d'arrêter de bosser à 9h30, donc souvent je vais Mhm. commencer tôt. Enfin, je vais commencer genre à 8h, c'est pas non plus énorme. De 8 à 9, enfin bref, je fais ma live, je fais mon boulot, quoi. À 9h, j'ai besoin de décrocher pour me mettre en tenue, souffler un coup, boire un café et aller au cours. Et après le cours, j'ai pas envie de me presser, j'ai envie si j'ai besoin de faire une course, de faire une course. J'ai besoin de prendre Mhm. ma douche. Enfin, vraiment, mon Ouais. téléphone, il ne marche plus entre ces heures-là. Je réponds même pas à un message sur le chemin et tout, c'est trop important. Et après, Ouais. bah, le soir, enfin, le soir, ouais, j'ai mes activités, mais pour moi, vraiment bloquer ce temps pendant les journées, ça m'a permis de d'arrêter d'essayer de faire rentrer mon emploi du temps dans un 9-17 parce que c'est le rythme un peu normal et du coup j'en sors Mhm. complètement donc le fait de me prouver mais en fait entre 9h30 et midi tous les jours tu peux être complètement ailleurs et continuer à faire tourner ta boîte, ça m'a complètement décomplexée. Donc parfois j'ai des journées, je vais avoir un rendez-vous le matin et après je bosse plus parce que c'est pas la journée pour bosser, parce que c'est la journée pour faire d'autres choses, sinon je pourrais pas bosser après et du coup maintenant j'arrive à le faire. Donc d'abord je m'impose ces moments, je m'impose de pas bosser le week-end si j'en ai pas envie et tout, et ensuite la semaine, bah hyper naturellement, ces moments-là hors boulot euh, ils sont plus aussi vitaux parce que ils sont là, tu vois. Donc Mhm. Mhm. c'est pas très clair, mais j'ai l'impression que tu Si, si. que tu vois. Non, si, c'est très, très, très clair. Mais comment toi t'as fait parce que j'imagine qu'il y a eu tout un chemin avant que tu te dises, ok, de 9h30 à 12h30, c'est des moments où tu es plus efficace Ouais. dans ton yoga, c'est comment, tu vois, comment t'as... Non, en fait, avant le yoga, je le faisais avant de bosser, donc je me levais à 6h. À 7h, j'étais au Mhm. yoga. À Ok. 8h30, j'étais sur mon ordi et là, j'enquillais ma journée. Sauf que, moi, je suis quelqu'un du matin. Je peux me lever à 5h pour bosser, tu vois. C'est easy, Ok. genre, ça me fait plaisir et tout, donc, j'ai des horaires un peu, le 9-17, c'est pas pour moi, hein. Vraiment, c'est 9-17, c'est Ouais. limite pour faire d'autres trucs. 5-9, je Ok. peux bosser. 17-23, c'est Ok. cool aussi. Ah Mais ouais, 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 t'es du matin, c'est l'entre-deux. Ok. ouais, ouais, ouais. Waouh. Mais du coup, je suis arrivée à ce créneau pour le yoga, tout simplement parce que au bout d'un moment, je me suis autorisée
m'amuser à dépenser de l'argent pour mes hobbies. Alors que quand je m'étais lancée, j'étais vraiment dans une optique de vraiment, je suis en économie totale financière. Enfin, mes finances sont pour mon taf, j'ai besoin d'être en sécurité. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, je suis en train de bosser comme une tarée et je m'offre rien, tu vois. Je pars pas assez en week-end, je vais beaucoup moins au resto, je fais hyper attention, ce qui est normal. Mais le yoga, c'est nécessaire pour ma santé mentale, pour ma santé physique. Et le seul cours qui me fait kiffer à côté de chez moi, il est à 10h le matin. Donc en fait, j'ai pris ce risque de je vais payer. Donc je vais payer un studio, je vais m'acheter ça, du matos, des trucs. Et en plus, je vais utiliser des heures, normalement, où je suis censée produire du chiffre, pour chiller, me vider la tête, être en bonne santé, tout simplement. Donc j'ai testé et en fait, ça marche hyper bien. Et j'adore cette idée de prendre du temps off pendant les journées de travail. C'est 2 fois plus kiffant. Ouais. Parce que tu te dis, putain, je devrais grave faire autre chose, alors que non, là, je prends mon temps et ça valorise encore plus le temps passé. Parce que tu es censé, entre guillemets, faire autre chose, alors que c'est ça. Ah non, c'est méga intéressant. Et tu t'envoies un message à toi-même de t'as vu, en fait, là, t'es en train de t'offrir un truc, t'es en train de t'offrir une balade, t'es en train de t'offrir un petit café à la sortie du yoga, tu vas rencontrer des gens, tu te dépasses physiquement, mentalement, genre, c'est ouf. Et c'est pas le dimanche matin avant d'aller bruncher avec les potes, un peu à l'arrache, t'aurais bien aimé dormir 1 heure de plus. Non, c'est dans un moment où t'as que ça à faire. C'est ouf. Ouais. Non, mais ça me fait repenser à un truc que j'ai vécu moi en début d'année. C'était en janvier. J'ai vraiment compris ce que c'était que le mot discipline, tu vois. Dans le sens où, il faut avoir une discipline. Et je pense que maintenant, c'est important d'avoir une discipline. C'est rassurant, en fait. Ouais. Parce que, en fait, que tu sois. Enfin, j'imagine que toi, maintenant, le yoga, sauf si vraiment ça va pas du tout. Mais même si, t'as pas vraiment envie, tu y vas et tu vois, vu que tu te l'imposes, c'est de choisir sa discipline en fonction de qui on est. C'est super important. Et par contre, d'être très régulier là-dessus, quoi. Et j'avais découvert, je sais pas, il y avait un truc avec ma sœur, on s'est mis à faire des tours, tu vois. Et en faisant des tours, tu sais, je me suis dit, mais en fait, le fait qu'on se dise, ok, c'est cool de faire un tour, on ressent quelque chose de cool, et on va le faire tous les jours, ça t'oblige à faire quelque chose que toi t'aimes, et même si tu oublies que tu l'aimes et ça te saoule d'y aller, en fait, tu le fais et quand tu le fais, t'es content, et voilà, c'est un temps que tu prends pour toi. Ouais, en fait, je trouve que, et dans ton explication, ça m'a grave fait penser à ça, j'ai l'impression que c'est un muscle. Si par exemple, on prend l'exemple de tes tours, si tu vas faire un tour une fois, ça va te faire du bien, mais t'as quand même eu la petite charge de à quelle heure, combien de temps, t'as oublié de couper ton téléphone, je sais pas, il s'est passé un truc, tu vas faire un tour 2 fois, là tu commences à envoyer un message à ton corps, à ton cerveau de t'as vu, genre là cette fois-ci ça se passe mieux, enfin ça y est, t'es en train de chiller, la 3e fois t'as vraiment les effets bénéfiques, et du coup la 4e fois c'est ton corps, ton cerveau qui te le demande. En fait, pour moi c'est vraiment comme le sport, au début ça fait mal, c'est un peu dur, faut se motiver, mais au bout d'un moment en fait ton corps il sait à quel point ça lui fait du bien et il en demande, et du coup c'est plus difficile d'y aller. Tu muscles ton besoin ou ta capacité à y répondre, je sais pas trop. Si, mais carrément, moi qui suis un gros flemmard, j'ai repris le sport là, tu vois. Alors, et en fait, et c'est vrai, tu sais, moi, j'ai une mécanisme cérébral, on va dire, tu vois, j'attends toujours à être motivé, tu vois, mais du coup, ça me demande un effort énorme, tu vois, pour me dire, mais non, fais le truc, et quand il sera, là, la motivation viendra, et c'est vrai que ça marche comme ça, en fait, tu vois, faut pas attendre. Mais ok. Non, mais c'est super intéressant, ce sujet-là, de toute façon. T'as d'autres, on va dire, plaisirs autres que le yoga ou pas? Des choses que tu t'autoriserais pas avant? Ouais, carrément. Avant, j'étais dans une optique très efficace pendant mes journées de boulot, et du coup, tu vois, dans mon organisation de journée, je collais toutes mes actions, toutes mes activités. Donc, quand je me faisais un agenda, vraiment tout s'enchaînait. C'était au poil de cul près, c'était au millimètre près. Donc je raccrochais un rendez-vous, j'avais le suivant, machin, j'avais mes moments pour écrire les mails, mes moments pour faire des trucs et tout. Et en fait, genre j'ai vraiment l'impression que ma tête, c'est un peu comme une place de parking, genre un box, et je gare ma voiture dedans, c'est mes activités. En fait, si j'ai une trop grosse voiture, des trop grosses activités pour la taille de ma place de parking, j'ai pas de marge pour manœuvrer. Je peux pas me tromper, si je me gourde d'un centimètre, je me prends le mur. Et mon emploi du temps comme ça, c'était j'avais vraiment cette sensation de je peux pas me retourner, j'ai pas le choix, je suis dans un truc qui est trop carré.
et qui est épuisant en fait et qui surtout ne me laisse aucune place à l'imprévu et aucune place à en fait faire un autre truc si j'ai envie. Et du coup maintenant il y a des jours pendant lesquels j'ai aucun rendez-vous, je n'ai aucun call, j'ai que des trucs de fond parce qu'en fait ça change rien que je les fasse à 9h, à midi, à 13h ou même à 21h. Et du coup ça me crée du temps pour OK, aujourd'hui en fait j'ai envie d'aller au marché, ça me fait trop plaisir d'aller au marché, de m'acheter des bons produits, de cuisiner pour ce soir, pour demain et tout. Et du coup cet orga d'avoir des jours et des créneaux qui sont 100% flexibles, ça me permet de faire ce que je veux. Donc bon, ça pour moi ça tourne souvent autour de la bouffe. J'ai souvent genre je vais aller me faire un café, enfin aller dans un coffee shop, un truc même 30 minutes, tu vois, juste me poser, voilà, enfin voir un Ouais. truc sympa. Donc j'ai des créneaux pour ça et aussi j'ai commencé il y a pas très longtemps des cours de peinture et de dessin. Ok. Ouais. Et Ok. pareil, ça c'est cadeau pour moi-même. Euh, Enfin, j'en ai jamais fait avant. Je suis nulle. Mhm. C'est un truc de ouf, mais en fait, ça me fait tellement plaisir. Ouais. Ouais. T'as cette envie en toi et tu l'as fait, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça me fait trop plaisir. Mm. Ça me permet de breaker complètement. En plus, il y a tout un mécanisme d'investissement dans cette activité parce que du coup, tu payes, tu dois te déplacer, c'est un peu loin de chez moi. Ça dure 3 heures. Tu Ouais. dois acheter du matériel. Donc, en Ouais. fait, tu dois vraiment commit au truc. Et peu importe Mm. si je deviens pas une grande peintre ou une grande dessinatrice, mon objectif j'ai envie de faire parler ma créativité, j'ai envie de voir d'autres gens, j'ai envie de faire un truc nouveau là, bah du coup je me serais offert ça. Donc c'est un trimestre de peinture là que je suis en train de faire. Bon, écoute, je Ok. t'offrirai une croûte. Bah, ah bah, moi, je suis chaud. T'as vu, il y a un mur blanc là et il me demande que ta peinture. Parce que le but à la fin, c'est d'avoir quand même ta toile. En fait, on t'accompagne dans une toile ou ça se passe comment tes cours de En peinture? fait, tu as différents modules et du coup, au début, tu apprends les bases du dessin. Donc, tu apprends à faire des ombres. Ça a l'air con, mais tu sais, quand Ah tu ouais. fais un carré, bah Ah ouais. mais Donc tu apprends ça, ensuite tu apprends à reproduire en dessin. Donc tu apprends des mm, méthodos pour je sais pas, pour copier-coller un tableau sur ta toile quoi. Et après tu apprends les différentes techniques de peinture. Donc ok. en fait, c'est en anglais du coup, en français, je connais pas les noms, mais tu Mm, vas avoir aquarelle, peinture à l'eau. L'autre jour, on a fait les craies. Donc tu apprends toutes ces mm, différentes techniques et à la fin ouais, t'as bon déjà tu sais ce qui te plaît, tu sais ce qui te plaît pas et t'es ouais. autonome quoi. T'as appris la base de la technique. Ok. Ouais, mais bah, bah, je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat et le parcours de solopreneur, de freelance, etc. Il y a pas mal, c'est pareil, c'est qu'il y a pas mal de choses en fait qu'on pense pas vraiment importantes. Là, tu parles des ombres, mais en fait, c'est ce qui va faire aussi que c'est une bonne peinture ou non. Euh, Comme par exemple, genre, c'est quand tu publies sur LinkedIn, tu sais, genre, on sait que tout ce qu'il faut publier sur LinkedIn, qu'il faut avoir un canal d'acquisition, etc. Mais enfin, t'as pas mal de subtilités à apprendre dans tout ça. Euh, tu Ok les amis, à ce moment-là de l'enregistrement du podcast, on a un petit problème avec Laurine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne voyais plus sa tête bouger, et elle non plus, donc ça faisait un peu bizarre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a complètement coupé le podcast et on est reparti pour une nouvelle session d'enregistrement. Et pour pas que ça fasse trop bizarre, je vais directement reposer une question. En tout cas, on va partir sur la partie 2, on peut appeler ça comme ça du podcast. J'espère que le podcast jusque-là vous plaît. Et bah, écoutez, si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre les 5 étoiles, ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Merci pour ça, merci de prendre le temps de faire ça. Et je te laisse directement avec l'autre partie de ma discussion avec Laurine. Let's go. Bon, du coup, bah, tu sais quoi? Je sais ce que je vais faire. Et vu qu'il y a eu une coupure, etc., je vais te proposer de piocher une question là-dessus. Tu vois, comme ça, on repart Ouais, et d'ablon, etc., quoi. vas-y. Euh, Bah, écoute, j'en ai combien? J'en ai choisi beaucoup, hein. Donc attends, je prends les 5 premières, les 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, donne-moi un chiffre entre 1 et 5. 3, 1, 2, 3, je c'est un triche bon pas. chiffre ça? Oui, je trouve que c'est un joli chiffre. Euh, alors là, c'est la question, c'est, et je triche pas, je te la montre, c'est quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle? Hmm. Donc dans mon boulot, enfin genre associé en général. Comme tu veux.
Ok, bah en fait, moi ma plus grande peur, c'est de me réveiller un jour dans ma vie et de me dire qu'est-ce que j'ai foutu avant, enfin qu'est-ce que j'ai foutu Hmm. quoi. Soit parce que j'aurais fait n'importe quoi, soit parce que Ouais. j'aurais rien fait, soit parce que je sais pas, j'aurais pas fait assez ou en tout cas je me serais pas écoutée. Mais j'ai vraiment ce truc Hmm. de ah putain, j'ai tellement pas envie de me réveiller un jour et de, tu sais, d'être un peu en dehors de mon corps et d'être là genre qu'est-ce que tu fous. Donc Ouais. ouais, Ouais. c'est ça qui me fait flipper. Un peu, c'est tu de regretter quelque chose, d'être déçu de toi, c'est un truc comme ça? Bah regretter ça, ouais en fait de pas avoir fait soit ne pas avoir fait ce que je voulais, soit ne pas avoir fait assez. Mais ça veut pas dire que je veux faire beaucoup Hmm. de choses dans la vie, mais ça veut dire que j'ai pas envie de faire des choses dans lesquelles je mets pas d'intention en fait. Genre automatique. Et de me réveiller Hmm. un jour et de me dire ah, putain, ça fait 20 ans que je suis en mode automatique. Ouais. Hmm. C'est nul quoi, ça n'a aucun goût. Il y a un moment où tu étais automatique dans ta vie? Ouais, pas pendant longtemps, mais ouais, je pense il y a eu surtout les dernières années en grandissant. Donc moi, j'ai 30 ans, et les dernières années, tu vois, d'arriver sur le marché du boulot, de commencer à bosser pour des boîtes, d'avoir mon premier appart, des trucs comme ça. Bah là, il y a eu j'ai eu des modes automatiques qui étaient un peu, les autres font ça, du coup, c'est ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les autres, ils font ce qu'ils veulent et toi, tu fais ce que tu veux. Et si tu, enfin, en fait, si tu vas t'inspirer que chez ton voisin, mais tu vas faire des petits pas, tu vois, tu vas faire des petites choses et tu vas tester des Hmm. choses qui vont peut-être même pas forcément te plaire. Et alors qu'en fait, si tu fais partir ton intention de, bah, tu vois pas, mais je mets la main sur le cœur, si tu fais partir ton intention de là, genre, mais de quoi j'ai vraiment envie maintenant? Bah là, je pense que tu fais des choses qui ont du sens pour toi. Et en fait, pour tout le monde, ça ressemble à, enfin, ça a une tête différente, quoi. Et du coup, Ouais. ma peur, c'est ça, c'est de me dire, bah, j'ai fait des trucs pour des mauvaises raisons, en fait. J'ai pas réfléchi, quoi. Hmm. Du coup, maintenant, je Ok. mets de l'intention. Tu mets l'attention et t'écoutes tes envies. Ouais. Au maximum, en tout cas. C'est comment je sais pas si je vais poser si j'ai bien posé la question, mais toi, comment tu arrives à doser ça ou à te l'autoriser? Tu vois, genre comment t'arrives à comprendre en fait ta réelle envie? Mm. Parce que tu sais, c'est pas- je pense notamment, tu sais, il y a un syndrome qui est connu, c'est le syndrome de l'objet brillant, Ouais. tu vois. Où on peut se dire putain, j'ai envie de faire ça, mais comment tu vois, tu fais la différence entre une envie de ce syndrome-là et une envie Ouais. qui serait plus saine pour toi, on va dire. Bah, gut feeling, 100% intuition, intuition. Et puis aussi, moi, je suis vraiment, mon moteur, c'est le plaisir. Est-ce que ça me fait plaisir de faire ça? Hmm. Mais du coup, Hmm. ça me rend très impulsif dans mes décisions parce que parfois, je sais pas, je vais avoir un dîner organisé avec des potes, je vais dire oui, oui, très bien, on y va. Et puis en fait, 5 minutes avant de partir, je suis en mode mais ça me fait pas du tout plaisir aujourd'hui. Là, j'ai pas envie, mais j'annule le dîner. Tu Ouais. vois, je suis la personne qui annule des trucs de dernière minute parce qu'en fait, là non. Donc ça a un côté, qui peut être un peu brut, mais la récompense pour moi, c'est bah je me suis écoutée, j'avais pas envie, c'était un effort, donc ça ne me rend pas pour autant égoïste et j'en fais qu'à ma tête parce que je sais aussi faire des sacrifices. Hmm. Et du coup, je pense que ta question par rapport au dosage, elle est pertinente parce que à quel point c'est ok de faire ce dont j'ai envie sans que ça affecte négativement ma vie. Genre si demain je voulais Hmm. je sais pas me transformer en prof de yoga et organiser je sais pas des séminaires à la montagne, enfin des séminaires des retraites de yoga à la montagne, des trucs et tout. Bah en fait ça me ferait trop plaisir, mais par contre le sacrifice ce serait que j'aurais zéro compétence, je dirais ciao bye à toute mon ancienne vie et tout ce que j'ai construit. Ce serait pas raisonnable, ce serait me mettre dans une grande situation de précarité. Donc en fait, même si ça me donne trop envie, bah je vais pas le faire pour autant, donc mon sacrifice il est là. Et si j'ai un dîner avec des potes qui est important, je sais pas, c'est un anniv ou ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ou quoi que ce soit, et si en fait j'ai pas envie, bah je sais aussi me dire bah non, là cette fois-ci je le fais pas pour moi, donc le dosage il est là, il faut pas que ça impacte, c'est censé faire mal à personne en fait, donc Hmm. Ouais. plaisir et ne pas faire de mal.
tes amis le prennent comment quand t'annules un resto à la dernière Bah, minute? ils savent, hein. Ils Ils savent. savent. Et puis, je D'accord. trouve aussi que, tu sais, quand tu grandis avec tes potes, en fait, vous vous connaissez. Mm. Donc Oui. c'est ok. Ça arrive, franchement, ça arrive pas si souvent que ça, parce que, enfin, je sais, maintenant, je sais gérer mon temps et si on me propose un truc au mauvais moment, bah, je vais dire non à l'avance parce que je sais que, bah, ce Mm. jour-là, je sais que ça va pas le faire. Donc j'essaye de limiter le last minute. À mon copain. Souvent, c'est lui qui se prend les last minutes. Bah oui, en plus, comme c'est quelqu'un avec qui bah, t'es par principe super Ouais. à l'aise, bah, il y a no filtre. Non, c'est mort, annule, on rentre. Bah, pour l'anecdote, je te fais la mini anecdote, il y a un Ouais. super resto à côté de chez nous qu'on était censé Mm. aller découvrir pour mon anniversaire en décembre. Et en fait, j'avais la grippe, donc on avait cette résa qui était impossible à avoir, Mm. qu'on n'a pas pu honorer. Genre, j'étais en mode ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et puis en fait, le jour même, j'étais en mode j'ai envie de manger des frites dans le canapé et dormir à 20h. Donc on a Ouais. annulé. Ensuite, on a repris la réservation un mois plus tard. Et donc, je te fais un mini contexte. J'ai eu des problèmes de santé liés à mon cycle menstruel. Et du coup, c'est la deuxième réservation tombée dans un moment où j'étais cassée en deux. Donc, c'était pas possible. Mais j'étais en mode, non, mais Mm. t'inquiète, je sais ça va le faire. Je vais prendre un médoc, ça va être cool et tout. On est rentré dans la voiture, on est allé jusque devant le resto. Et j'ai dit, non, je peux pas y aller. Je suis trop mal Ah et tout, ouais, j'ai pas envie t'étais. d'y aller. Et Ouais, on a fait ça mais une ouais, troisième t'as bien fois. fait. On a repris rendez-vous une troisième fois. On est parti. Et en fait, là, c'était un moment, enfin, j'avais pas la grippe, j'avais pas de soucis d'endométriose ce jour-là et tout, enfin, c'était ok. Et en fait, sur le chemin, le lendemain, j'avais une énorme présentation pour un client, enfin, vraiment un gros projet, j'étais une boule Mm. de stress et j'étais en train de conduire dans la voiture et j'étais en mode, j'ai regardé, j'ai dit, non, je pense que je suis pas bien et tout pour ce soir et tout. Et on est arrivé devant le resto. Il m'a dit non mais en fait si ça va on s'en fout, on bouffe en 1 heure et on part si t'as envie. Donc c'est ce qu'on a fait, mais on était à deux doigts Mm. de encore changer de plan. Donc oui, un peu d'impulsivité, mais je regrette jamais après coup, tu vois. J'annule pas un truc et Mm. après je m'en mords Ouais. pas les doigts quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. J'ai déjà regretté du coup des envies par Mm. impulsivité, mais non, quoi. Ouais, ça c'est cool. Et je pense qu'avec le temps aussi, tu arrives à comprendre ce qui te fait envie, tu sais. Euh, Moi, je sais que j'ai une manie là-dessus, c'est que j'aime bien un peu traquer tout, Mm. tu vois. Genre, moi, enfin, plusieurs fois, je suis repris à avoir un logiciel de tracking, à faire mes trucs. Et moi, j'ai une alarme à 22h, tu vois, où en fait, je dois remplir mon tableau et je traque tout ce que j'ai fait C'est la ouf. journée, tu vois. C'est un truc que je kiffe. Et en vrai, je trouve ça méga utile parce qu'en fait, ça te rend compte, on va dire, d'un point de vue non émotionnel, tu vois, de ce qui s'est passé dans ta journée, tu vois. Après, tu vois, il n'y a rien Ouais. de fou dans ce que je traque. C'est comment j'ai senti que j'ai bien mangé. Tu vois, je note pas ce que je mange, tu vois, mais je note comment je l'ai senti. Tu vois, est-ce que je sens que j'ai bien mangé aujourd'hui? Est-ce que je sens que non? 1/5 ou 2/5, 3/5, tu vois. Mon énergie, mon mindset, comment C'est c'était, tu ouf. vois. Et à la fin, et à la fin, tu vois, j'ai un truc en mode, bah, est-ce que j'ai passé une bonne journée? Yes ou non, tu vois. Ou alors, et si c'est non, bah, je mets, ça sera mieux demain, tu vois. Ouais. Et comme ça me machin, tu vois. Et quand tu regardes, bah, sur une semaine, tu regardes combien de tu vois, Ouais. pourquoi, Mais tu sais et que ça t'apprend. c'est ouf que tu fasses ça et du coup je sais pas si on te l'a déjà dit, mais les applications, du coup on est grave dans le sujet des règles, les applications de suivi menstruel des filles, c'est exactement ce que t'as Oui. dit. Ouais, et en Ah fait ouais? du coup c'est un truc que tu dois remplir tous les jours. Enfin tu fais ce que tu veux, mais en fait et Mmh. les catégories, il y a ça, c'est ton état d'esprit, ton mood, comment t'as mangé, enfin du coup c'est tourné en mode comment t'as digéré, mais c'est Mmh. genre bien, pas bien, quoi que ce soit. Et tu vois, moi, du coup, sur mes trucs de tracking, j'ai même choisi des catégories, genre sociabilité. Est-ce que j'étais aujourd'hui Ouais. introverti, extraverti, sociable, solidaire ou mood de furet. Ouais, Et du ouais. coup, tu pourrais peut-être en télécharger une. Ah mais grave! Mais en vrai, c'est méga intéressant, Ouais. genre, OK, tu vois, je savais pas. D'ailleurs, toi, t'en as fait, ton combat parce que j'ai vu que t'avais créé un Instagram, je me suis abonné. Ouais. J'ai vu, c'est quoi déjà C'est le nom l'avant-règle. de l'Insta? C'est l'avant-règle. Tu veux qu'on en parle un peu? Ouais, si tu veux. Carrément. C'est tout nouveau. Moi, je suis carrément chaud.
Du coup, c'est quoi, toi, l'objectif? Tu commences sur cette page Instagram? Alors, l'objectif de cette page, alors du coup, c'est une page et une newsletter, et on est deux copines à l'animer. Ma pote Margot, elle gère la page Insta et moi, je gère la newsletter. Et en fait, le premier objectif, c'était de nous aider nous-mêmes, parce que elle comme moi, on a eu plein de galères liées à nos cycles, et comme 75% des gens qui ont des menstruations. Et du coup, ça a vachement impacté nos vies, parfois bien, et parfois c'était vraiment dur. Et du coup, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, au lieu de devenir folle et de penser qu'on est un peu folle à cause de nos hormones, de notre cycle et tout, tu veux pas qu'on en rigole, et du coup, ça va peut-être aider les autres nanas et les autres gens qui ont des problèmes comme ça à relativiser et juste à avoir un meilleur confort de vie, parce qu'on est tellement nombreux et nombreuses à avoir ces soucis-là euh, que du coup, on a envie de les aider. Du coup, l'objectif, c'était d'abord nous aider nous-mêmes, et vraiment de se déculpabiliser de ce sujet qui, en fait, peut être tourné au ridicule en 2 secondes. Et au lieu d'être une Ok. tannée que tu rencontres tous les mois, ça peut devenir vraiment un sujet de fou rire dans ta vie, quoi. Et tu peux l'accepter. Et du coup, c'était ça. Et donc, en fait, elle, via la page Insta qui commence à décoller, tu vois, c'est pas encore énorme. Mm. Elle, via la page Insta, va informer et va commencer à donner, tu vois, des conseils pour mieux gérer son avant-règle, donc c'est le syndrome prémenstruel. Mm. Et au fur et à mesure, on va commencer à publier des témoignages que l'audience nous partage. Donc on est en train Ok. d'animer ça, et en fait c'est génial parce que du coup il y a des gens qui partagent des trucs, parfois c'est hyper dur. Moi pendant mon avant-règle, j'ai largué mon mec, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas lui, et puis ça y est, j'ai pris la décision. Donc tu vois, il y a des trucs vraiment forts. Et après, il y a des anecdotes, genre moi hier, je t'en donne une. Hier, je suis en avant-règle, machin, je rentre chez moi, je me dis que je vais faire une purée un peu réconfortante maison, il y avait des grumeaux, j'ai chialé parce que je suis vraiment une merde dans tout. Et en fait, à un autre moment du mois, t'as fait des grumeaux dans ta purée, c'est pas grave, tu vois. Sauf qu'en fait, Ouais, bah oui. quand tu subis vraiment des fortes vagues hormonales, ton corps il se met dans une situation de détresse avant les règles, et du coup il Ouais. réagit très fortement, tu vois, en mode survie. Du coup, tu chiales, tu pètes un câble, t'es en colère, t'es triste, t'as honte, enfin tout est beaucoup plus, enfin tout est exhausté, le bien comme le moins Mm. bien. Et Ouais. du coup, on a commencé à partager ça. Donc, Trop cool. bah ouais, écoute, on verra où ça nous mène, mais en fait, qu'il y ait 2 followers, 3 inscrits à la newsletter, ça nous fait déjà plaisir. Ça nous fait trop plaisir à toutes les deux d'avoir un projet qui n'est pas, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est à but non lucratif. C'est vraiment à but de Mm. venez, on en parle en fait. On arrête d'être chacune dans nos coins, à avoir honte, à laisser des gens se foutre de notre gueule aussi, tu vois, parce que la fameuse blague, elle a ses règles ou quoi. En fait, quand t'as un problème Mm. de syndrome prémenstruel, c'est horrible parce que c'est vrai. Ouais. Ouais, T'as bah envie de oui, dire, ouais. bah ouais, mec, t'as raison, mais viens essayer pour voir. Ouais, ouais, grave. Ouais. Ouais. C'est, c'est fou. Euh, surtout que, enfin, du coup, moi, tu vois, je ne connais pas, mais ce que, tu vois, je n'ai pas ça dans la nature de masculine, tout ça, quoi. Genre, et c'est archi difficile. C'est, tu vois, moi, je vois ma copine, tu vois, quand elle est pas bien avec ses règles, tu vois. Tu vois, j'écoute, j'essaie de comprendre, mais en vrai, tu vois, Ouais. je peux pas me mettre à la place de l'autre véritablement. Je peux juste comprendre, ok, là, t'es pas bien. S'il y a un truc, tu vois, être là, tu Mm. peux, mais vraiment comprendre, et c'est fou parce que, enfin, tu vois, Bah c'est vrai ouais. comme ça. En tout cas, c'est archi bien ce que vous faites là-dessus. Et ça aussi, l'avantage aussi d'entreprendre avec ça, c'est de faire des radios un peu pirates, tu vois, des trucs comme ça, pour informer les gens, tu vois, enfin, pour déjà moi, en tant que mec, je trouve ça méga intéressant, Mm. tu vois, de comprendre un peu, tu vois, ma sœur, ma meuf, tu vois, ma mère aussi, enfin, tu vois, Bah comme ouais. mes amis, tu vois, comment ça se passe, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est vrai qu'on donne pas toutes les cartes, et c'est vrai qu'il y a cette vulgarisation de t'as tes règles ou pas, en mode t'es forcément de mauvaise humeur, mais en fait, ça va pas plus loin, alors qu'en vrai, il y a tout un truc, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et pour Ouais. l'anecdote avant règle, enfin bref, il faudrait que je te retrouve la source. C'était dans un programme de méditation justement autour du cycle menstruel. Et du coup, les docteurs
qui initiait ce cycle de méditation te raconte à chaque début de méditation une histoire autour du cycle menstruel, et du coup selon la phase dans laquelle t'es, tu vas avoir une histoire qui correspond à t'as tes règles, t'as pas tes règles, t'en es où dans ton mois et tout. Et du coup moi il y a une histoire qui m'a je pense que c'est ça qui est à la source de l'avant-règle aussi avec Margot, c'est dans certaines tribus en Afrique. Et alors attention, parce qu'aujourd'hui dans certains pays d'Afrique les femmes sont complètement maltraitées pendant leur cycle menstruel et tout, donc ce ne sont pas dans ces pays-là mais dans des tribus anciennes, on va dire, les femmes d'un village quittaient le village en période prémenstruelle pour aller en fait avoir leur menstruation dans un espace qu'elles avaient créé à cet effet, parce qu'en fait ce qui se passait pendant leur menstruation était d'utilité publique pour le village. Donc en fait c'était un temps de réalisation, un temps de réflexion, un temps pour auditer sur qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui va et tout. Et à la fin de leur cycle, elles rentraient au village et étaient prêtes à prendre des décisions qui allaient impacter du coup toute la communauté, parce qu'elles avaient réfléchi entre elles grâce à cette période de cycle. Et du coup, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que quand t'es en avant-règle, donc en syndrome prémenstruel, et que t'as un syndrome qui est nul à vivre, tu vois, il y a des nanas pour qui c'est cool, d'autres non. Quand t'es dans cette période, tu vois tous les problèmes dans ta vie. Tu vois tout ce qui va pas, tout te saoule, tout est exacerbé, le moindre truc, la moindre miette qui traîne, le machin, tout est hyper compliqué à gérer et tout. Mais en fait, c'est juste parce que t'es en train d'auditer tout ce qui te saoule dans ta vie. Et du coup, là, aujourd'hui, nous, on lutte contre ça, parce que il faut pas être vénère, il faut pas être une nana agressive, en colère, triste, c'est pas bien, tu vois. Tout ça, ce sont des émotions auxquelles qu'on est moins autorisé à avoir nous en tant que femmes. Sinon on est folle, on est hystérique, on est pas cool et tout. Et en fait cette période là elle a une utilité pour notre cycle, tu vois. Et d'écouter ce truc de méditation, j'étais en mode mais du coup toutes les fois où j'ai été triste, toutes les fois où j'étais en colère et tout, j'aurais dû écouter ce qu'il y avait derrière au lieu de lutter contre et de me dire non ça va. En fait non, maintenant je vais dedans, tu vois. Ouais, c'est plus accepter en fait ce qui se passe en toi, parce que de toute façon enfin, tu vois, c'est comme ça, c'est cyclique, c'est naturel, plutôt que d'être dans je sais pas le mot, mais plutôt que de repousser l'émotion, quoi. Ouais, exactement, grave, de ne pas te l'autoriser en fait. Il y a beaucoup de nanas qui se l'autorisent pas et qui du coup souffrent. Alors quand tu te l'autorises, tu souffres plus, c'est fini quoi. C'est là. C'est un peu lâcher prise par rapport à ce sujet-là. Et même, je fais le parallèle et un grand écart, mais un peu dans tout ce qui se passe. Généralement suivre, enfin tu vois, s'écouter, etc. C'est que voilà, on parlait un peu en off, justement du burn-out et des trucs comme ça. Genre, je pense que c'est des sujets archi importants et que surtout, enfin, en vrai, tout le monde peut en faire un, mais quand t'es à ton compte, t'es en freelance solopreneur, t'es un peu en ta bulle, tu sais. Et ça peut être difficile parfois de sortir de là, et la réponse est dans l'écoute de soi, je pense. Grave. Quels sont tes signaux? Qu'est-ce que t'en fais aussi? Ouais, qu'est-ce que t'en fais? Du coup, t'as déjà vécu, toi, des moments comme ça, un peu coup dur, et comment tu fais, toi, pour passer justement outre? Ça serait quoi ton conseil à la Laurine qui traverse, tu vois, ce que je veux dire, ce moment-là? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Quand tu traverses la tempête, genre quand ça va pas, pour moi, la priorité, c'est de tout arrêter. En fait, c'est que quand il y a un problème, tu peux pas genre le ramasser et l'emmener avec toi et continuer et le régler en chemin. Genre ça marche pas comme ça les problèmes. Les problèmes c'est là. Et si tu le contournes en fait, il te suit. Si tu essayes de passer au-dessus, bah tu te pètes la gueule. Enfin, si tu l'emmènes avec toi, bah juste bonne chance pour la suite mec, genre du coup, pour moi, la façon de régler quand il y a une période qui est difficile, ou si je m'épuise, ou si je perds le contrôle un peu des événements et tout, c'est de m'arrêter en fait. Et d'arrêter tout ce que je peux arrêter. Donc ça veut dire que si je suis en mission avec un client, je peux pas arrêter ça. Mais par contre, tu vois, si j'ai un dîner le soir, j'ai le droit de l'annuler. Si j'ai un épisode de podcast que je dois tourner, j'ai le droit de l'annuler. Si j'ai des posts LinkedIn que j'ai la flemme de faire, je les annule. Si j'ai je sais pas, tu vois, je bloque tout ce qui est tout ce qui est arrêtable. Juste, j'appuie sur pause. Et là, il y a déjà, souvent tu te rends compte que c'est la règle des 80-20, 20% de tes actions qui impactent 80% ton activité. Tu te rends compte qu'en fait, quand tu coupes ces 80%, les 20%, tu peux te concentrer dessus et ta vie, elle continue à tourner, ça se passe bien.
Du coup, pour moi, c'est vraiment ça le truc important. Et puis, plus souvent tu le fais, ce truc de là, vas-y, je fais une pause parce que aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui j'ai pas envie de forcer, aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas le mood et tout, du coup je m'arrête. Plus tu le fais, bah, retour à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un muscle. Plus tu muscles ta capacité à t'arrêter au bon moment et à pas aller jusque dans le burn-out justement. Parce que tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, tu sais quand tu vas avoir besoin de t'arrêter. Tu vois le problème arriver de loin. Tu peux t'arrêter 3 pas avant. T'es pas obligé de te taper les pieds. Et juste, on souffle, quoi. Genre focus, genre aérer, Ouais. faire de la place. Faut que ça circule. Ouais, c'est... Ouais, il y a le mot qui me vient en tête, moi, à l'esprit, c'est, tu sais, il faut éteindre le bruit autour de soi pour pouvoir s'écouter un peu à l'intérieur et ensuite là prendre une décision un peu plus claire. Et c'est encore plus important quand on fait du business et dans ta vie de tous les jours, de toute façon, parce que l'importance du choix, encore une fois, quoi. C'est marrant que t'aies fait ce choix de mot de bruit. Tu dois, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un choix de mot de quelqu'un de sensible. Enfin, j'aurais utilisé le même parce que je suis grave sensible comme personne. Mais tu vois, de cette notion de sensorialité, parce que le bruit, moi aussi, c'est ce qui quand ça va pas, ce que j'entends, c'est un bruit, c'est un essaim d'abeilles, quoi, qui est au volume max, qui est à l'intérieur, je n'entends plus rien. Et quand ça va bien, c'est le bruit d'un nuage, genre. Ouais, c'est pareil. Genre, Ah ouais, ouais. Genre les gosses dans les avions ou les restos ou tout ça, tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me fait passer un mauvais moment, tu vois. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Le gosse dans l'avion, tu peux rien faire, mais c'est vrai que d'être dans un endroit ultra brûlant, moi aussi, ça me convient pas. Ça me saoule vite, en fait. Ah ouais. Mais je te propose de passer aux questions. Ça reste entre nous. On entame la deuxième partie du podcast. On a déjà fait une un peu pour rattraper et après on a divagué, ce qui est totalement normal. Vas-y. Bah écoute, du coup on en a fait une sur les 5. Bah écoute, il y en a d'autres. Donne-moi un chiffre entre 1 et 4. La une. La une. Ah bah, qu'est-ce qui t'a mis en colère récemment? Qu'est-ce qui m'a mis en colère? Ah, je sais. Quand tu m'as proposé le podcast, ça m'a fait chier. Non, ce qui m'a mis en colère récemment, c'est la répartition des tâches ménagères chez moi. Donc, c'est une info ultra vie perso, mais enfin, c'est pas tant la répartition des tâches ménagères, mais c'est le fait de devoir demander pour que les choses soient faites. Donc mon copain, il fait sa part du boulot et tout, c'est ok entre nous, mais parfois je dois quand même demander. Et en fait, moi j'aimerais bien atteindre le stade où l'égalité de nos rôles sur ce sujet est telle que c'est plus moi qui suis en charge de faire le planning clean, ménage, courses et tout. Et du coup, ça c'est un sujet ça part en 2 secondes. Ça me saoule en 2 secondes. Ouais. Genre j'y pense 3 fois dans ma tête et après je suis en mode ça y est, je suis vénère. Bon, je crois que c'est pareil chez beaucoup de gens. Ah bah surtout les tâches ménagères, c'est c'est pas, j'allais dire subtil, mais c'est pas le mot, c'est archi délicat parce que c'est ton intimité. Et en plus, toi, t'habites avec ton copain, donc, enfin, c'est votre intimité à deux, c'est archi, chaud à gérer. Ça me fait penser, moi, aux moments où on était en coloc, où j'étais en Ouais, coloc. bah c'est pareil en coloc. En vrai, quand t'habites en couple, t'es Ah en ouais, coloc aussi. Hein. t'es en coloc. C'est une coloc, mais c'est une coloc déguisée parce que c'est pas le même mot. C'est ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et je pense aussi Alors, que quand t'es en coloc, c'est facile de répartir le taf équitablement. Tu vois, tu prends le boulot, si t'es 5 colocs, tu le coupes en 5. Alors que quand t'es en couple, il y a quand même ce truc. Nous, mon copain, on est très égaux, tu vois, dans notre mode de fonctionnement. Mais il y a quand même ce truc il y a pas mal de mecs qui ont été éduqués sans débarrasser, sans faire la vaisselle, sans faire les courses ou des trucs comme ça. Plus que des nanas, en tout cas. Ça veut pas dire que tous les mecs sont comme ça, je le pense pas du tout. Mais en tout cas, plus que des nanas qui qui ont été élevés en mode toi tu débarrasses, tu dois vite apprendre à faire des lessives, des trucs comme ça, c'est encore ultra présent aujourd'hui. Donc moi j'ai pas ça chez moi, mais c'est vrai que qu'il y a encore ce truc de quand t'es en coloc couple, la répartition elle est pas de 50-50. En tout cas, c'est très rare. Et ça peut aussi être 90-10 et c'est le mec qui fait tout, tu vois, ça existe aussi, mais c'est dur d'avoir de l'égalité dans un couple, plus que dans une amitié par exemple, ou dans une coloc. Ouais. Ah, parce que colocation, il y a le mot qui va avec, je trouve, c'est règles. T'as des règles. C'est facile les règles. Qui vont arriver.
Alors que habiter à deux, en plus en couple, bah, vu que tu as beaucoup plus de sentiments, d'émotions et tout, bah, c'est un peu plus. Ouais, Faut que les deux soient OK en fait avec le fonctionnement, quoi. ouais, Dans tous les cas, ce qui compte. Alors moi, je sais que moi, j'aimais bien quand c'est moi mon coloc, j'aimais bien quand c'était moi qui faisais le ménage. Tu vois. ouais, Comme ça, tu vois, tu sais, il y a un aspect méditatif aussi là-dedans, tu vois. Tu sais, je fais mon ménage, comme le sport, c'est je fais mon sport, tac tac, tu vois. C'est ouais. archi important, je trouve. Oui, c'est vrai. Moi aussi, Ouais. j'aime bien. Mais du coup, ce que tu as dit avant sur les règles, je l'applique aujourd'hui. Et du coup, en début de semaine, on est en mode, OK, voilà, il y a tout ça à faire. Tu prends quoi toi? Moi, je prends quoi moi? C'est quoi la deadline? Et puis Mm, c'est bon. mm, Parce qu'en fait, moi, je bosse à la maison. Lui, bosse, enfin, il a des bureaux. Et du ouais. coup, c'est facile entre deux rendez-vous de passer un coup d'aspi, de d'étendre la lessive, de plier le linge et tout. Mm, Et le truc, c'est que moi, en fait, ça croque mon temps libre juste parce que je suis sur place. Je suis dans le lieu du mm. ménage, donc Oui. j'ai vite Mm, fait d'aller faire mm. des courses d'âge, des trucs et tout. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que non. Ouais, parce que c'est pro perso quoi. Bah oui, Ouais, oui, c'est pas censé se mélanger. Enfin, chacun fait comme il veut, mais ouais. je comprends le problème en tout cas. Ok. Euh, je propose qu'on en tire une autre. Yes. Je vais t'en rajouter deux autres pour pas pour justement te fausser compagnie, tu vois. Du coup, on est reparti sur 5. On va pas toutes les faire, sinon ce Ouais, serait ça marche. beaucoup trop long, quoi. Je propose qu'on en tire une et on voit comment on divague. Et si on divague un peu trop, bon, on passera aux Ouais. questions de fin de podcast. Et, Dac. et voilà. Bah, du coup, la 5. C'est stylé ces trucs de cartes. T'aimes bien? Ouais. Après, c'était dur les questions d'avant. Ah ouais. Bah, dis-toi qu'avant, tu étais niveau 2, parce qu'il y a des niveaux, là, t'es niveau 3. Du coup, je l'ai lu avant, je comprends pourquoi. As-tu déjà eu l'impression de faire du surplace dans ta vie? Pourquoi? Alors, est-ce que tu peux juste répéter la question? Bien sûr. As-tu déjà eu l'impression de faire du surplace dans ta vie? Pourquoi? Et si oui, pourquoi? Et Euh... sinon, pourquoi aussi? Ouais, j'ai déjà eu la sensation de faire du surplace dans ma vie quand j'ai rencontré deux fois la même situation problématique. Où là, je me suis dit, ok, t'as pas avancé. Ok. Tu vois, quand t'es... C'est- sur quel sujet ça pourrait être? Bah, le sujet de l'épuisement au travail. Hmm. Dans mon premier boulot salarié, donc c'était pas du tout ma première expérience professionnelle, loin de là, mais en tout cas la première fois où j'ai eu des responsabilités en tant que salarié, je me suis épuisée assez rapidement. J'ai eu du mal à gérer ma charge de travail, j'ai eu du mal à dire les choses, oui, non, enfin à m'imposer, à écouter mes besoins et tout. Tu vois, j'ai eu un peu ce truc de super héros, j'y vais à fond et tout. Et du coup, je me suis fait coacher à ce moment-là. Donc, j'ai pas fait un burn-out, Hmm. mais tu vois, je me suis quand même vraiment fatiguée et j'ai pas priorisé, enfin, Hmm. j'ai priorisé ma vie pro beaucoup trop par rapport à ma vie perso à cette époque. Du coup, je me suis fait coacher, donc c'était trop bien pour bien, enfin, du coup, j'ai quitté la boîte dans laquelle je bossais pour plein de raisons, notamment celle-là, mais je veux dire, j'ai quitté en bon Ok. terme, j'étais satisfaite, j'ai pas eu de problème et tout. Et en fait, 4 ans plus tard, je suis dans une autre boîte. Le Covid arrive, donc je gère des restos et tout, et le Covid arrive. Et hyper dur à gérer les confinements, les ouvertures, les fermetures, les terrasses éphémères, Hmm. la distanciation, le masque. Franchement, quand tu gères Hmm. une équipe, et surtout dans un commerce pendant le Covid, mais c'était un bordel, c'était horrible. Et du coup, mon poste faisait que j'étais complètement en charge. Donc, tu vois, il y a pas... si t'as un problème, tu Ouais. demandes à personne. Genre, il y a personne à qui demander. Hmm. Et du coup, Ouais. j'ai eu vachement de mal à... Enfin, j'ai sous-estimé la façon dont cette période m'avait impacté moralement. Donc, je pensais que, ah, ça y est, on réouvre, trop bien, j'y vais et tout. Et du coup, j'ai eu cette espèce de rôle de devoir gérer aussi l'angoisse des clients, l'angoisse des employés. Et du coup, moi, je me la suis pas autorisée, alors qu'elle était là. Et du coup, je me Hmm. suis épuisée à Hmm. nouveau parce que j'ai foncé en mode il faut qu'on délivre, faut qu'on remonte les restos, faut qu'on montre aux clients qu'on est là, qu'on est chaud, que le Covid c'est pas grave, c'est fini et tout. Et j'ai pas du tout écouté que bah moi aussi en fait je passais un mauvais moment. Moi aussi Hmm. c'était dur pour moi de passer de je bosse pas à je repasse en 50 heures direct et tout. Et du coup c'était je me suis à nouveau refatiguée et là je me suis dit ah mais je la connais cette sensation en fait. Je l'ai déjà croisée Ouais. et je pensais avoir fait ce qu'il fallait pour ne plus jamais la croiser. Mais c'était pas assez. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, voilà, t'as pas assez avancé. Enfin, t'as pas avancé, quoi. T'as appris plein de trucs, tu les as pas appliqués.
Donc c'était pas hyper agréable. Et à des niveaux différents, l'année dernière, j'ai rencontré un moment aussi où j'étais super fatiguée, lié à nouveau à la charge de travail, mais c'était pas tant, enfin c'était lié à l'écoute de mes besoins, mais c'était aussi lié à des sujets de santé. Et du coup là, j'ai pas eu cette sensation de bon bah Laurine, ça fait 3 fois. Enfin, Ouais. apprends quoi, avance. J'ai pas eu cette sensation parce que mon contexte était différent. Mais ouais, dans le passé, ça a été à ces moments-là, quoi. De me dire qu'à 4 ans d'écart, je pouvais rencontrer exactement le même problème, les mêmes sensations, ça a impacté ma vie exactement de la même façon, et je me suis dit, bah, c'est nul, quoi. J'ai vraiment envie de... Je suis OK pour avoir des problèmes, mais pas 2 fois le même, Ouais. tu Ouais. vois. Est-ce que toi, du coup, le coaching, il est arrivé au second ou au premier Les deux. dans l'histoire? Moi, je me suis fait Les deux, coacher ok. plusieurs fois et à chaque fois que j'ai eu un problème lié à l'épuisement, enfin un problème d'épuisement lié à mon boulot, je me suis tout de suite fait coacher. Hmm. Et, euh, et en vrai, je conseille à tout le monde. Bah toi aussi, tu t'es fait coacher, Hmm. c'est un truc. Ouais, bah oui. On a tous, Je suis encore dedans, là. ouais, on a tous besoin. Bah c'est cool. Bah moi aussi, en fait, Hmm. on continue même avec mon dernier coach. On continue, ouais. Ouais. Ça crée vraiment une safe place, c'est un endroit où tu vois où tu t'auto-analyses, etc. Genre, Ouais, et, on a tous besoin, en tout cas, je pense, de ce moment-là, pas quoi. grave. Euh, ok, c'est top. Je te propose qu'on en fasse une autre d'introspection niveau 3 et Ouais, ensuite j'ai 3 plus une question de fin de ok, podcast. ça roule. Ça te va niveau timing ou Ouais, pas? ouais, c'est cool. Ouais, trop bien. Euh, Bah, je te laisse me faire un petit Un numéro? euh, un numéro de 1 à 4. Ouais. Alors j'ai dit quoi déjà? 1, 3, 5, bah 2. 2. Ah, bah parfait, parce que celle-là en plus on avait parlé un peu en off et c'est parfait parce que je voulais vraiment te la poser. En quoi es-tu différente aujourd'hui de la Laurine d'il y a un an? Ah ouais. C'est vrai que du coup on a parlé exactement de ça tout à l'heure. Ouais, bah oui, c'est pour ça. Ouais. J'adore cette question aussi. Bah du coup la Laurine d'aujourd'hui elle est différente en plein de choses. Déjà je suis beaucoup plus en paix avec ce que Ouais. je veux. Avec ce que je veux Mhm. en général, dans la vie, dans mon boulot. Je suis Mhm. beaucoup plus en paix avec mes besoins. Donc, je Mhm. pense que l'année dernière, j'arrivais enfin, je les connaissais, mais j'étais pas forcément en paix avec. Ouais. Donc, j'arrivais à y répondre, mais j'étais pas 100% sereine. Et aujourd'hui, bah, complètement. Euh, je suis en paix vraiment avec le fait de de faire les choses comme je l'entends en fait et j'ai plus peur que ce soit pas la bonne façon alors que l'année dernière bah je me disais ouais moi je fonctionne un peu différemment enfin sur des trucs à la con hein, je suis pas différente foncièrement d'autres gens mais tu vois quand tu parles avec des potes ou t'as des gens avec qui t'as beaucoup de choses en commun et que tu te rends compte qu'en fait toi tu fais pas pareil c'est dur de pas te sentir de pas douter de pas dire Mhm. c'est peut-être moi qui me trompe et en fait, maintenant, j'ai juste compris qu'il y avait plein de chemins différents, quoi. Il y a plein de moyens de transport, il y a plein de, il y a plein de chemins, genre, Ouais. juste moi, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je suis en paix et ça, c'est vraiment chouette. Et une super grande, enfin, grosse avancée, c'est, bah, c'est surtout sur tous les sujets de syndrome prémenstruel et d'endométriose où l'année Mhm. dernière vraiment j'étais en mauvais état, j'étais en mauvaise santé physique alors que je suis quelqu'un qui est en bonne santé physique, enfin je suis en forme tu vois Ouais. et l'année dernière mais ça a été une année bah, traumatisante physiquement et depuis novembre j'en sors j'en sors et en fait ma décision avait été de d'arrêter les conseils de médecins traditionnels, d'arrêter des médicaments et de faire que de la médecine douce et Mhm. d'apprendre par le yoga, la méditation, des huiles essentielles, d'apprendre à connaître mon fonctionnement et de et en fait, tu sais, une fois que tu le connais, tu sais exactement ce dont tu as besoin. Tu sais si un jour tu vas être impacté négativement. Je sais pas, genre l'endométriose, il y a un grand lien avec la nutrition et du coup maintenant j'arrive à savoir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Et si je mange un truc qui est pas ok, je sais comment je vais être impactée, mais je veux dire, je reprends le contrôle sur mon corps et l'année dernière, je l'avais pas du tout. Donc en fait, cette Ok. sensation,
elle est empowering, quoi. C'est vraiment genre, ouais, en fait, ça y est, je ne fais plus qu'un, tête et corps, alors qu'avant j'étais une tête sur un corps un peu Ouais. cassé en deux, et c'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Ok. Mais ça fait tellement écho parce que j'ai toujours dit que tu sais, l'être humain était comme un jouet et il fallait connaître les commandes. Et pour ça, du coup, tu sais, t'as la tête, comprendre justement Ouais, ce qui se passe, mais t'as aussi tout le reste. ouais, Euh, D'ailleurs, bah, tu dois connaître cette expression qu'on dit, tu sais, l'estomac, c'est un peu le second ouais. cerveau. Tu sais, donc si ça va Bah pas. grave, ouais. Et il y a même, Mais pour aller plus loin là-dedans, une autre hmm, citation, enfin bon, du coup c'est en anglais, mais elle est facile, c'est Stay in your head, you're dead. En gros, si tu te hmm, concentres sur tes pensées, tes réflexions, enfin toute ta partie intellectuelle, you're dead, parce qu'en fait t'écoutes pas tes sensations. Le cerveau, il n'y a pas de sensations dans le cerveau. On n'a pas de sensations physiques de notre hmm, cerveau, tu hmm, vois. Et c'est la seule ouais. chose avec laquelle on n'a pas de sensations physiques. Alors que tout le reste du corps, sensoriellement, il t'envoie des messages. T'as mal au dos, t'es tendu, t'as mal fait un truc, t'es fatigué, t'as le ventre gonflé, t'as mangé un truc qui te convenait pas, enfin ça te fatigue à nouveau. Enfin, tu vois, rien que ça. Est-ce que quand tu fais du sport, tu récupères bien? Enfin, comment ça se Hmm, traduit? Quelle est ton énergie après? Et en fait, je me rends compte que je pense que c'est dans notre culture aussi occidentale où on est carrément dans nos têtes et alors qu'en fait si tu descends à un niveau en dessous et que t'es dans tes sensations, bah là tu sais vraiment genre ok, ouais. quel est le message que là je reçois, est-ce que ce truc me fait plaisir, est-ce que ça me fait pas plaisir, et là tu peux commencer à vivre un truc un peu plus cool quoi. Non, ouais, clairement. Non, je suis tout à fait aligné. C'est pour ça, faites des tableaux comme je fais à 22h tous les soirs. C'est énorme. Enfin, quand tu fais ton tableau à 22 heures, Hmm. peu importe ce que tu es en train de faire, tu sors ton tableau, c'est maintenant. Oui. Genre, t'es au cinéma, il est 22 heures, c'est maintenant. Je suis au cinéma à 22h. La dernière fois, j'étais à un concert, 22h, ça sonnait, j'ai fait hop, hop, hop. Sinon, c'est Ouais, mort, c'est quoi. stylé. Mais, euh, mais ouais, en plus, ça va vite. C'est un truc que j'ai fait sur Airtable. Et en fait, Airtable, ils ont l'application qu'ils ont est grave responsive. Donc, en fait, ça se fait très vite. Ouais. Mais, euh, mais non, mais c'est archi cool. Mais écoute, Laurie, je te propose de passer aux questions de fin de podcast. Yes. Et en fin de podcast, il y a des petites traditions. Pas de bisoutage, hein, t'inquiète pas. Mais, mais en grosso modo, il y aura trois questions sur trois domaines où je vais te demander de les ranker de 1 à 10. Et bah, tu me réponds et après, bah, si tu veux en parler, on peut très bien, il n'y a Ok. aucun souci, etc. Tu diras ce qui te vient. Ok. Euh, je commence toujours du coup, par le bonheur, de 1 à 10. Où est-ce que tu situes ton niveau de bonheur? Sachant que tu n'as pas le droit de me dire 7. Parce qu'au premier podcast, on m'a dit 7 et un 6 et un 8, ça n'a rien à voir. Hein? Un 6 et un 8, Ouais. dans le niveau de bonheur, ça n'a rien à voir. Ok. Bah oui, oui, c'est des grades niveaux. Oui. Ah, Ouais. oui. Bah non, mais moi je suis à 10 hein, là. Ah, trop bien. Je suis trop contente. Enfin, je me sens, je sais pas, je passe un super début d'année. Mm. Ah, trop bien. Et, ok. Euh, niveau, niveau santé, tu te sentirais où? Je pense que je suis à 8 quand j'aurais été à 2 8. il y a 6 mois. Ouais. Yes. Ouais. Ok, ok, belle Ouais. avance, trop bien. Euh, et maintenant la dernière. D'un point de vue finance, tu te sens comment? Euh, je, je me sens. C'est une bonne question parce que si je regarde mon compte en banque, bah, je me sentirais à 10. Enfin, je me sentirais contente. Mais Hmm. il y a quand même un truc que j'ai pas encore réussi à faire pour me sentir 100% en sécurité financière. Et du coup, je pense que je suis plutôt à 8. Donc, c'est-à-dire que je suis contente. Mon chiffre d'affaires a évolué. Enfin, n'a cessé Hmm. d'évoluer depuis que je me suis lancée. Mais je n'arrive pas encore à projeter. Donc j'ai du mal à, je suis pas encore capable de projeter mon activité dans 2 mois, 3 mois, 6 mois et tout. Du coup, Hmm. c'est encore un peu une source de, qu'est-ce que je vais avoir des sous cet été en fait, enfin non, c'est même pas est-ce que je vais avoir des Ouais. sous, mais c'est plutôt combien je vais avoir
Et du coup, Hmm. j'ai envie vraiment de passer dans la maîtrise de ça et du coup dans la proactivité, tu vois, pour créer du chiffre d'affaires. Et aussi, j'ai vraiment envie de. Aujourd'hui, je fonctionne pas avec genre j'ai pas de filet de sécurité. Enfin, j'ai un filet de sécurité parce que j'ai investi Hmm. dans un appartement il y a plusieurs années. Donc, j'ai cet investissement qui est là. Mais j'aimerais bien avoir 3 mois de cash ou 5 mois de cash sur un compte de côté et j'ai pas encore réussi à me recréer ce capital, enfin ce matelas de sécu depuis que je suis indépendante. Donc c'est normal que ça prenne du temps, Ok. mais je serai à 10 quand j'aurai ça. Ouais. Ok. Quand tu parles de cash mensuel, un mois pour une Laurine, c'est combien? Alors un mois pour une Laurine avant c'était pas grand chose, mais en fait maintenant Mhm. je dépense beaucoup plus. Enfin j'ai un style de vie qui est beaucoup plus coûteux aussi, et surtout là où j'habite à Dublin, la vie est 25% plus chère qu'à Paris. Loyer, Hmm. bouffe, resto, taxi et tout. Donc aujourd'hui pour être bien à Dublin, il me faudrait 3 500 € net. Donc pour être cool sans compter, par contre je peux descendre à 2005 net pour vraiment le minimum. Genre, j'ai mes courses, j'ai Ouais. mon yoga, j'ai ma peinture, j'ai mon loyer dedans et tout. Donc, tu vois, c'est quand même assez. Enfin, je trouve que c'est beaucoup d'argent et c'est pour ça aussi que je pense que je resterai pas à Dublin toute ma vie parce que je suis pas Mhm. le rapport qualité et prix de la vie ici Mhm. est pas aussi bon que dans d'autres pays. Donc donc je trouve que je travaille beaucoup pour dépenser beaucoup alors qu'en fait je pourrais dépenser 2 fois moins ailleurs. Et j'ai envie Ouais. d'avoir ce sentiment de. Pour moi, c'est important d'avoir le sentiment de richesse. Ça veut pas dire que j'ai besoin d'être riche, mais j'ai Mhm. envie que mon travail me donne ce sentiment de liberté financière. Et aujourd'hui, je me sens Ok. encore un peu. C'est fatigant, quoi. Restreint, quoi. Ouais, ouais, Hmm. voilà. Ok. Tu penses à quoi comme destination? J'aimerais bien aller au Portugal, mais je Ok. parle pas portugais. Bon, c'est pas très grave. Je parle espagnol. Je pense que je pourrais l'apprendre. Tu peux apprendre, ouais. Ouais, Bah oui. j'aimerais bien aller au soleil la prochaine fois. Ok. C'est dans combien de temps, ça? T'as déjà projeté? Non, pas du tout. Un an, une nouvelle année à Dublin, c'est sûr que j'en ai envie. Et selon tout ce qu'on arrive à faire ici en Irlande avec mon copain cette année, je pense qu'on verra à la fin de l'année. Parce que c'est vraiment un chouette pays et j'ai envie qu'on prenne plus de temps pour aller bien tout visiter. Et une fois qu'on aura fait ça, bah ouais, on passera à un autre pays, je pense. Ok. Trop Ouais. cool. Euh, Bah du coup, il me reste une seule question et pour finaliser le podcast, c'est si tu remontais 5 ans en arrière et que tu pouvais te dire une seule phrase à toi-même, tu te dirais quoi? Alors attends, 5 ans en arrière, j'étais où? Ah oui, ok, j'étais là. Euh, Bah, je me dirais de pas avoir peur. Je pense que Ok. il y a 5 ans, je pense qu'il y a 5 ans, j'avais plus de peur. Enfin, aujourd'hui, j'ai des peurs, mais elles sont fondées parce que j'ai fait plus de Mhm. choses. Je mets beaucoup plus les mains dans le cambouis aujourd'hui avec mon activité. Enfin, je prends beaucoup plus de risques et tout, donc mes peurs sont très faciles à identifier, à lire et logiques. Genre, t'as un nouveau client, bah, t'as peur de te foirer. T'entames Ouais. un nouveau mois, t'as peur de pas faire de chiffre. Enfin, tu vois, c'est des peurs comme ça. Mais je pense qu'il y a 5 ans, j'avais aucun enjeu dans ma vie et j'avais déjà peur. Et du coup, je pense que j'ai loupé quelques trucs. Et du coup, je me Mhm. dirais ça. Ok. Genre, pète Trop un coup, cool. Laurine, quoi. Ça va aller, avance quoi. Ouais. Mais, et comme on dit, la peur est toujours de mauvais conseils. Donc, pas moins avoir peur. Bah, en tout cas, Laurine, merci beaucoup d'être passée dans le podcast. Euh, Où est-ce que tu veux qu'on puisse te retrouver? Quel lien tu veux que je te mette en description? Ce que tu veux, LinkedIn, j'ai un site aussi. Y a Passe-moi le sel. Ouais. Tu choisis. Je suis Bon, on mettra tout ça. dispo partout. Je bouge pas. Bah, on mettra ça. Allez, allez suivre Laurine sur LinkedIn et écouter son super podcast. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci, Allez, Maxence. ciao. Ciao.